International Planned Parenthood Federation, la Fédération internationale des plannings familiaux. Je vous propose ici un survol de sa déclaration des droits sexuels. Je m'appuie sur l'analyse qu'en a fait le docteur Ariane Biran dans son livre « L'imposture des droits sexuels », dont je ne peux que vous recommander la lecture. Elle analyse, elle décortique et éprouve les textes de l'IPPF et de l'OMS afin de révéler le sous-jacent. Je vais reprendre ici plusieurs passages de son livre tout en affichant les textes de l'IPPF. Vous comprendrez ainsi comment le vice se cache derrière la vertu. La perversion se trouve dans les coulisses de ce que l'on vous vend comme étant des droits fondamentaux et des lois de protection. Lorsqu'il est dit que les cours de sexualité dès la plus tendre enfance visent à s'attaquer aux violences sexuelles et aux discriminations, les parents évidemment sont en accord. Mais qu'en est-il véritablement ? Et si c'était exactement l'inverse ? À tout le moins, quand bien même ces textes n'auraient réellement pas été rédigés dans une intention pédophile, ils laissent par le flou et la confusion, l'inadéquation du langage employé et la mise en relation systématique de la santé et de la sexualité pour les enfants, sans distinction d'âge, sans jamais mentionner la protection des mineurs sexuels, la porte ouverte à toutes les dérives. Ces droits sexuels sont carrément assimilés à des droits humains fondamentaux fondés sur la liberté, la dignité et l'égalité inhérente à tous les êtres humains. Ce point est très grave parce que d'une part, l'appartenance des droits sexuels aux droits humains est encore un sophisme qui confond l'égalité des droits entre les êtres humains et l'égalité des droits sexuels. Qu'est-ce qu'un sophisme ? Les droits de tous, adultes comme enfants, sont des droits humains. Les droits sexuels sont des droits humains. Le sophisme, les droits sexuels sont des droits de tous. Principe 1. Créer un environnement permettant à chacun de jouir de tous les droits sexuels dans le cadre d'un processus de développement. La sexualité est un aspect de la vie humaine et sociale qui fait intervenir le corps, l'esprit, la politique, la santé et la société. En quoi la politique et la société ont-elles quelque chose à dire de la sexualité des individus par définition intime, hormis pour protéger les plus vulnérables des transgressions sexuelles et les mineurs des conduites à risque ? Comment peut-on discriminer une jouissance sexuelle ? Ici, il s'agit de permettre toutes les transformations sexuelles et de braver tous les interdits existants pour accéder à la jouissance. En psychologie, cela se nomme perversion. Principe 2. L'IPPF comprend que les droits et protections garantis aux moins de 18 ans par les législations internationales et nationales diffèrent parfois des droits des adultes. Le terme « parfois » est intéressant et témoigne ici d'une profonde méconnaissance du statut et du droit des mineurs sexuels. En effet, en France, l'article 227-25 du Code pénal stipule que toute atteinte sexuelle commise sur un mineur de 15 ans, soit tout enfant de moins de 15 ans, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'IPPF part du principe que les moins de 18 ans ont des droits et que certains droits et protections seront plus ou moins pertinents selon les étapes de la vie, naissance, enfance, adolescence. Doit-on rappeler ici que le mineur a surtout le droit d'être protégé de l'intrusion de la sexualité adulte dans sa vie de mineur ? Il y a renversement perverse, ainsi la Convention des droits de l'enfant pose comme principe que l'enfant n'a pas de droit sexuel. Il a en revanche le droit d'être protégé contre toute forme d'effraction de la sexualité dans son statut d'enfant et de traumatisme sexuel. L'article 5 de la Convention des droits de l'enfant dispose qu'il incombe aux parents et autres personnes légalement responsables de l'enfant de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice de ses droits. L'enfant, s'il est sexué, c'est-à-dire doté d'un sexe à la naissance, n'est précisément pas sexualisé comme l'adulte et n'a pas accès à une sexualité autrement que sur un mode traumatique infligé par l'effraction des adultes dans son immaturité psychique et biologique. Cela est étudié de longue date par la pédopsychiatrie et la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, et relève aussi du simple bon sens qui semble aujourd'hui faire cruellement défaut. Les sociétés doivent créer des environnements au sein desquels l'enfant peut réaliser pleinement ses capacités et être davantage respecté dans sa capacité à prendre des décisions responsables en ce qui concerne sa propre vie.
Par définition, l'enfant n'est pas responsable ni consentant, donc pas mûr pour prendre des décisions en matière de sexualité, et que toute exposition à la sexualité des adultes est une effraction psychique pour l'enfant. Freud n'a jamais cautionné la pédophilie. Lui-même a préconisé par son fameux complexe d'Oedipe le rôle majeur des interdits du meurtre et de l'inceste pour opérer la sublimation, c'est-à-dire la transformation des pulsions primaires en pulsions secondaires qui sont garantes d'une civilisation. Les notions de majorité et de minorité sexuelle sont totalement occultées de l'intégralité de ce texte, qui fait comme si elles n'existaient pas et ne les cite à aucun moment. Principe 3. Les individus peuvent être confrontés à divers obstacles dans la réalisation de leurs droits sexuels. L'égalité substantielle nécessite la levée de ces obstacles afin que tous les individus, dans leurs différences, puissent jouir des droits et libertés fondamentaux à égalité avec autrui. L'égalité substantielle, qui n'est pas définie, suppose que ceux qui veulent réaliser leur appétit pervers de jouissance sexuelle avec des enfants pourront donc le faire sans rencontrer le moindre obstacle. Principe 4. La sexualité, et le plaisir qui en découle, sont au cœur de la vie de tout être humain, qu'il choisisse ou non de se reproduire. Cette phrase est pure idéologie. Certains humains ont, au cœur de leur vie, d'autres préoccupations que la sexualité et le plaisir qui en découle. Par définition, l'enfant n'est pas responsable ni consentant, donc pas mûr pour prendre des décisions en matière de sexualité, d'autant qu'il n'a acquis aucune maturité sexuelle et que toute exposition à la sexualité des adultes est une effraction psychique pour l'enfant. Principe 5. La garantie des droits sexuels pour tout inclut un engagement pour la liberté et la protection contre toute forme de violence. Là encore, la sophistique consiste à remplacer le tout par la partie. Les droits fondamentaux de l'être humain deviennent des droits sexuels. Le droit d'être protégé et d'obtenir réparation contre toutes les formes de violence et de préjudice corporel est à la base des droits sexuels. Il y a une confusion sémantique grave qui permet de faire passer l'idée que les droits à la sexualité sont des droits de protection contre les violences, alors que c'est absolument contradictoire, illogique et même l'inverse au regard de ce que prône la déclaration en termes de violence sexuelle sur mineurs. Il est intéressant de constater que la manipulation psychologique n'est pas du tout considérée dans ce paragraphe. Ce serait comme dire « la pédophilie et la prostitution sont autorisées à tous les âges tant qu'on ne fait pas de mal ». De plus, la violence condamnée est celle qui consiste à discriminer, notamment par l'âge. On imagine que le consentement supposé de l'enfant sera donc déduit d'une absence de violence apparente. Qui fixe la définition de la violence ? On considérera donc comme violence le refus des droits sexuels de l'enfant, alors que la violence réside précisément dans le fait de le sexualiser bien avant l'âge. À la lecture de ce texte, on retrouve la sophistique de type pédophile, incitation et séduction des mineurs pour les conduire à la sexualité alors qu'ils sont immatures sexuellement, ce qui est donc, rappelons-le encore, traumatique et transgresseur. Ces manipulations des adolescents en leur faisant croire qu'ils sont libres contre leurs parents réactionnaires ont malheureusement souvent été mises en œuvre par les pouvoirs totalitaires dans l'objectif de séduire la jeunesse. Principe 6. Les droits sexuels ne peuvent être soumis qu'aux seules limitations fixées par la loi afin d'obtenir la reconnaissance et le respect des droits et libertés de tous et le bien public dans une société démocratique. Ces limitations doivent être non discriminatoires, nécessaires et proportionnées à la réalisation d'un objectif légitime. Ce texte vise vraisemblablement à invalider toutes les lois discriminant par l'âge les relations sexuelles entre adultes et enfants. Il est donc bien clair que cette Déclaration internationale des droits sexuels est bien plus qu'une charte, puisqu'elle contraint les États à faire respecter, protéger et satisfaire les droits sexuels de tous. L'obligation de respect requiert des États qu'ils s'abstiennent de toute ingérence, directe ou indirecte, dans la jouissance de droits particuliers, soit, dans le cas présent, des droits sexuels. Si l'on s'en tient à la confusion des propos de cette déclaration, et dans la mesure où, à aucun moment, la pédocriminalité n'est rejetée clairement du texte, elle peut alors être définie comme une orientation sexuelle. En conséquence, les États n'auront pas le droit de pratiquer la moindre ingérence dans la pédophilie, considérée comme une orientation sexuelle. Comme pour tous les autres droits humains, les États ont l'obligation de respecter, protéger et satisfaire les droits sexuels de tous.
l'obligation de respect requiert des États qu'ils s'abstiennent de toute ingérence, directe ou indirecte, dans la jouissance de droits particuliers, soit dans le cas présent, des droits sexuels. L'État a l'obligation de respecter, protéger et satisfaire cette déclaration qui n'a aucune validité scientifique, ni non plus aucune validité populaire, puisque l'opinion publique elle-même n'est pas vraiment au courant de l'existence de ce texte, et je doute qu'elle l'aurait approuvé. Ainsi, les États doivent appliquer des textes qui n'émanent pas de la souveraineté populaire et leur sont dictés par une organisation internationale pratiquant l'ingérence dans les affaires internes des peuples en violant leur constitution. Il est donc bien question de légiférer à la place des peuples, d'orienter les décisions de l'exécutif, de voter des budgets qui sont ceux des peuples pour appliquer des prétendus droits sexuels qui dénient aux mineurs sa qualité de mineur sexuel. Entité commerciale, entité à but non lucratif et entité religieuse incluse. On se demande quelles entités religieuses il est fait référence, dans la mesure où des courants très vifs d'opposition sont nés dans les communautés chrétiennes et musulmanes. Serait-ce le satanisme, religion très prisée par les puissants de ce monde, désormais infiltrée dans certaines écoles aux États-Unis, et qui effectivement ne verrait aucun problème à transgresser la minorité sexuelle de l'enfant, sur lequel on projette un consentement, tandis qu'il s'agit d'un être vulnérable et sans défense. En résumé, l'intégralité de cette déclaration des droits sexuels est fondée sur un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement faux. Si ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas rassurant de la part de l'OMS, donc de l'ONU, dont l'OMS est une branche spécialisée, en termes de compétences. Si c'est intentionnel, c'est inquiétant en matière de perversion de la part de l'OMS, de l'ONU et des dirigeants français qui acceptent une politique de prévention fondée sur un sophisme. Lequel sophisme a pour conséquence d'entraîner un pervertissement des mœurs de la société et d'encourager à la libre pratique sexuelle des pédophiles. Article 3. Nul ne fera l'objet d'exécution judiciaire ou extrajudiciaire, de châtiment corporel judiciaire ou extrajudiciaire, en raison de ses antécédents ou comportements sexuels, de son identité ou de son expression de genre. Ce paragraphe est une véritable intrusion dans les lois du pays, au mépris total des peuples démocratiques et de leur souveraineté. Tout ceci au nom de la démocratie. On peut donc lire aussi que les transgenres pourront avoir accès à toutes les techniques reproductives et que la question de la capacité psychique ou physique à être parent ainsi que la question des dangers pour l'enfant sont donc balayées d'un revers de la main par ces droits sexuels. Et enfin, que les enfants auront le droit de procréer. Seront donc autorisés la pédophilie, la zoophilie, l'inceste, etc. Pourvu qu'il n'y ait aucune trace de violence apparente, puisqu'il n'y aura pas d'exécution judiciaire, donc pas de condamnation en raison d'un comportement sexuel. Article 4. Le droit au respect de la vie privée. Toute personne a le droit de ne pas subir d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ses documents ou sa correspondance. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui est essentiel à l'exercice de son autonomie sexuelle. Cette phrase signifie qu'il n'y aura donc aucune possibilité de mener des investigations dans la vie privée, la famille, des perquisitions au domicile ou des analyses de la correspondance. Il sera donc désormais impossible de poursuivre les pédocriminels en justice. Toute personne a droit de contrôle sur la divulgation d'informations concernant ses choix, ses antécédents, ses partenaires et son comportement sexuel, ainsi que sur toute autre question relative à la sexualité. Les médias ne pourront donc plus parler des comportements sexuels des pédophiles. Article 5. Toute personne a le droit d'être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle, ce qui implique l'opportunité pour chacun, sikh, d'exercer le contrôle sur et de décider librement de ce qui touche à sa sexualité, de choisir ses partenaires sexuels, de chercher à explorer son potentiel sexuel et à faire l'expérience du plaisir, ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. L'enfant aurait le droit à tout, exactement comme l'adulte. Contexte non discriminatoire, donc pas de discrimination par l'âge. L'enfant aurait le droit de choisir des partenaires sexuels pour explorer le plaisir, ces derniers fussent-ils adultes. Sauf que pour certaines pratiques sexuelles, cette phrase dit qu'il faut tenir compte des capacités évolutives de l'enfant. Selon quels critères ? Quelle évolution psychique, biologique ?
les peuples sont en droit d'exiger des significations claires sur ces phrases qui jamais ne nomment ni condamnent clairement la séduction pédophile ni les comportements pédophiles, mais au contraire semblent fortement les encourager, les banaliser et les décriminaliser. Article 6. Le droit à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression, et le droit à la liberté d'association. Toute personne a le droit d'exercer sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de droits sexuels, sans intrusions arbitraires ni limitations fondées sur des croyances culturelles, sur l'idéologie politique dominante ou sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. L'atteinte aux bonnes mœurs ou à la moralité publique sont des notions désormais complètement désuètes. La moralité publique étant discriminatoire, de même que la santé publique ou l'ordre public ou la sécurité publique, ces notions seraient désuètes. Toute personne a la liberté de chercher, recevoir et répandre des informations et idées en matière de droits humains, de droits sexuels, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de sexualité par tout moyen d'expression légale, sans considération de frontières, dans un contexte non discriminatoire et dans le respect des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. On pourra répandre n'importe quelle information sexuelle auprès des enfants, dans n'importe quelle propagande sur le genre, l'homosexualité, la bisexualité, le transgenre, la pédophilie et les pratiques sexuelles, mais aussi des images pornographiques pour détourner les mineurs sans craindre la moindre condamnation légale. Toute personne doit avoir le droit et les moyens d'accéder aux technologies, services ou autres interventions médicales de santé de la reproduction, ou de les refuser, et ce sur une base d'égalité avec autrui et sans discrimination aucune. Toute restriction à ce droit, fondée sur l'âge, doit respecter les principes de non-discrimination et de capacité évolutive de l'enfant. Selon ce paragraphe, l'enfant peut accéder aux interventions médicales sans discrimination. Compte tenu des risques et du caractère irréversible de ces mutilations, les enfants courent un grave danger d'être exposés à des maltraitances inouïes, dignes des pires expérimentations de savants fous. Cette déclaration des droits sexuels déconstruit toute frontière entre adultes et enfants et, ce faisant, ne reconnaît pas le statut radicalement différent de l'enfant qui est à protéger. Article 9. Toute personne a le droit de s'engager librement et avec son plein consentement dans le mariage ou dans toute autre modalité de couple civil disponible à tout un chacun dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. Il est possible pour un enfant de se marier ou d'être en couple. Les États mettront en place des systèmes de responsabilité, permettant ainsi de veiller à ce qu'ils s'acquittent de leurs obligations relatives à la garantie des droits sexuels. Les États devront réprimer toute opposition à l'idéologie dominante des droits sexuels. Instauration de systèmes d'espionnage, de contrôle, de poursuite des réfractaires ou récalcitrants. Cela s'appelle de la police de la pensée, concernant l'idéologie portée par cette déclaration qui contredit les droits de l'homme. C'est en matière de procédés politiques du totalitarisme. Responsabilité et réparation. Toute personne a droit à des mesures et recours éducatifs, législatifs, judiciaires et autres, qui sont efficaces, adéquates, accessibles et appropriées afin de veiller et d'exiger que ceux qui ont le devoir de faire respecter les droits sexuels leur rendent des comptes. Ceci implique la capacité à surveiller la mise en œuvre des droits sexuels et l'accès à une réparation pleine et entière par restitution, compensation, réhabilitation, satisfaction, garantie de non-répétition et tout autre moyen. Les opposants à cette déclaration, qui n'a jamais fait l'objet d'un consensus démocratique, seront traqués et devront payer, voire subir, tout autre moyen pour garantir une réparation. Que signifie tout autre moyen ? À la lecture précise de ce texte, il apparaît clairement que le trafic humain et la pédophilie, tels que définis par la Déclaration des droits sexuels de l'IEPPF, ne seront plus illégaux ou criminalisés si un enfant consent à s'unir à toute personne, et ce, peu importe l'âge et l'orientation sexuelle, pédophile, transgenre de cette dernière. Il apparaît également que la diffusion d'informations à caractère sexuel à destination des mineurs et d'informations à caractère pédopornographique ne feront plus l'objet d'aucune limitation légale ni de censure. Il apparaît clairement que les pédocriminels ne pourront plus être inquiétés pour leur orientation sexuelle.
L'obstruction des parents ne pourra plus faire obstacle à cette union, puisque l'enfant aura la capacité évolutive de prendre seul ses décisions concernant sa vie, de participer aux programmes éducatifs en matière de sexualité. Kinsey, sadique invétéré, homosexuel, accro à la pornographie et à la masturbation, avait mené des recherches criminelles pratiquant la torture sexuelle sur quelques 2035 enfants, y compris des nourrissons âgés de 2 mois à peine. Kinsey a souvent affirmé, sur la base d'abus sexuels perpétrés 24 heures sur 24 sur des enfants, que les enfants sont sexués dès la naissance. Du rapport Kinsey découlent les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, publiés par l'OMS et soutenus par le Planning familial international ainsi que la Déclaration des droits sexuels. La Fondation Rockefeller a financé ce rapport. Les fondations Ford et Bill et Melinda Gates ont soutenu ce rapport. Parmi les participants à la rédaction de ce rapport, nous remarquons la présence du Dr John Money, à l'origine en 1955 de la théorie du genre, ayant présenté la pédophilie comme étant une sexualité inoffensive qui, lorsqu'elle était pratiquée correctement, ne faisait aucun mal à l'enfant. Il en résulte que les politiques publiques, l'éducation et le droit ont été guidés par le mensonge d'un pédosadique psychopathe. Les publications internationales démontrent une réelle tendance à sous-entendre qu'un enfant est susceptible de consentir à des relations sexuelles avec un adulte. Comportement sexuel consensuel, droit des enfants à être entendus sur ces questions, capacités évolutives, autonomie progressive, pas d'âge minimum, la sexualité ne devrait pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur l'âge. Il ne s'agit plus de prévention, mais d'une incitation au plaisir sexuel dans le cadre d'un groupe adulte-enfant. La stratégie internationale de la France en matière de droits et santé sexuelle et reproductif est une confirmation claire de la volonté des pouvoirs publics qui tentent d'amener les populations à un changement social et comportemental. Régis Bruno, pédiatre et pédopsychiatre, expert auprès des tribunaux, est clair. Je cite : « Les programmes d'éducation sexuelle pour les enfants reposent sur l'affirmation de l'existence d'une sexualité chez l'enfant dès la naissance d'après l'OMS. C'est aussi ce qu'affirment certains pédophiles pédocriminels pour justifier leurs actes. Cette affirmation ne repose sur aucune base scientifique. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est donc un dogme. Toute intervention éducative doit faire l'objet d'une évaluation scientifique préalable et d'une collaboration avec les parents. » Je me suis inspirée du livre d'Ariane Biran, L'imposture des droits sexuels, et n'en ai repris qu'une infime partie. Je vous invite à le lire. Vous pouvez également lire les livres de Régis Bruno, Virginie de Arroyo-Recchia, Amandine Lafargue. Si ce n'est déjà fait, signez la pétition que je vous indique ici. Rejoignez les fils des parents en colère et rejoignez le fil Telegram Honest, dont la présidente est Virginie de Arroyo-Recchia et les vice-présidentes sont Laurence Kaiser et Ariane Biran.